Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion de l'Ukraine sous couvert d'une opération militaire spéciale. Il s'agissait en réalité d'une guerre totale contre son voisin qu'il souhaitait ramener dans le giron de l'ère soviétique. L'Ukraine n'avait cependant aucune envie d'être la marionnette de Poutine et la guerre pour l'Ukraine était déclarée. Pourtant, dès le début, il semble que la Russie ait tout fait pour ne pas gagner cette guerre. Est-ce à dire que l'Ukraine est en train de gagner? L'offensive russe initiale s'est déroulée telle que les observateurs occidentaux l'avaient prévu, du moins pendant les premières heures. De grandes attaques de missiles et d'armes contre des installations militaires ukrainiennes, des formations de troupes, des radars et des nœuds de communication. Un missile et une guerre éclair aérienne sont descendus sur l'Ukraine, qui a déployé une armée d'une fraction de la taille de la Russie. Et pourtant, des observateurs perspicaces pouvaient dire, même à travers le brouillard de la guerre, que quelque chose ne tournait pas rond dans l'offensive russe. Lorsque les États-Unis et leurs alliés ont lancé Desert Storm en 1991, ils faisaient face à l'une des plus grandes armées du monde, protégée par l'un des réseaux de défense aérienne les plus sophistiqués au monde afin d'éliminer la capacité de combat de l'Irak. La toute première chose que les États-Unis et leurs alliés ont faite a été de détruire les réseaux de défense aérienne, de commandement et de contrôle de l'Irak, avec une guerre éclair aérienne de missiles de croisière et d'attaques aériennes. En moins de 48 heures, le formidable réseau de défense aérienne de l'Irak, construit par les Soviétiques, était en lambeaux et des avions amis dominaient le ciel, leur permettant de dévaster les forces terrestres irakiennes. Pourtant, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, qui devait suivre une doctrine similaire, cela n'a pas semblé se produire. Bien que la Russie ait frappé contre des radars ukrainiens et des sites de défense aérienne, ces frappes avaient une portée très limitée par rapport aux capacités réelles des forces aériennes et de missiles russes. En fait, il semblait que soit la Russie ne prenait pas la guerre très au sérieux, soit ne prenait pas très au sérieux les défenses et la volonté de se battre de l'Ukraine, faisant preuve d'une quantité stupéfiante d'incompétence stratégique ou peut-être d'un manque de capacité tactique. Il semble que la vérité réside dans un mélange de tout ce qui précède. Il est injuste de comparer les capacités russes modernes même à celles des États-Unis en 1991. Pour commencer, les États-Unis ont eu l'aide de nombreux alliés, l'équipement, l'entraînement et la doctrine américains sont tout simplement supérieurs. L'investissement américain dans les armes intelligentes dépasse de loin celui de la Russie, tout comme son investissement dans le ciblage des nacelles pour avions, les cellules des missions spéciales, les capacités de suivi et de surveillance. Pourtant, malgré la disparité des capacités, la Russie, du moins sur le papier, aurait dû être en mesure de lancer une contre-attaque écrasante et efficace contre l'Ukraine qui aurait paralysé sa capacité à se défendre. Il est devenu très vite évident que la Russie ne consacrait pas une grande partie de sa puissance aérienne de combat à la mission. Elle semblait également ne lancer qu'un nombre limité de frappes avec son stock de munitions intelligentes. Un stock dont la taille a toujours été considérablement limitée. Lorsque 2 avions sont tombés du ciel au cours des 2 premiers jours de l'invasion en raison de problèmes de maintenance, l'Occident a commencé à comprendre pourquoi une grande partie de la puissance aérienne de combat de la Russie n'avait peut-être pas été consacrée au combat. Bien que cela ne soit pas confirmé, il est possible que la maintenance et la logistique ne puissent tout simplement pas se permettre de soutenir un pourcentage important de sa puissance aérienne de combat en même temps. Ceci, comme nous venons de le découvrir, serait conforme à la doctrine russe de bluffer l'Occident avec la taille et les capacités de son armée. Cependant, la vérité implique probablement aussi une grande complaisance de la part de la Russie et une sous-estimation de la capacité et de la volonté de l'Ukraine à se battre. Les 3 premiers jours de la guerre ont vu un assaut éclair des parachutistes d'élite russes sur des terrains d'aviation autour de Kiev. En moins de 48 heures, les assauts avaient été vaincus par les forces ukrainiennes et les troupes d'élite russes avaient été tuées ou capturées. L'assaut a immédiatement déconcerté les observateurs occidentaux qui ont noté qu'il semblait y avoir un objectif d'établir un pont aérien pour renforcer ces assauts. Les forces terrestres attaquantes au sud de la Biélorussie étaient peut-être destinées à renforcer ces assauts aériens, mais elles ont été rapidement embourbées par des défenseurs ukrainiens déterminés. Les renforts étaient essentiels pour les assauts aériens russes car de par leur nature, les forces aéroportées ou d'assaut aérien sont de l'infanterie légère sans soutien de véhicules lourds. Au mieux, ces forces peuvent compter sur des véhicules de combat légers d'infanterie et dans certaines armées sur des chars légers. Bien que les assauts aériens soient parfaits pour surprendre l'ennemi et s'emparer du territoire derrière la ligne de front, ils sont incroyablement vulnérables aux forces de réaction rapide qui peuvent facilement les submerger, tout comme les Alliés l'ont découvert lors de l'opération Market Garden pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il semble que la Russie soit tombée directement dans son propre Market Garden, avec des résultats tout aussi désastreux.
La Russie avait complètement surestimé sa capacité à déplacer des forces de la Biélorussie vers la périphérie de Kiev à temps pour renforcer des assauts aériens, même sans aucune résistance ennemie significative, et il aurait été insensé de s'attendre à autre chose qu'une résistance lourde et déterminée. La logistique russe est incroyablement mal adaptée pour soutenir des opérations loin des chemins de fer par lesquels la Russie expédie la plupart de ses approvisionnements, avec environ la moitié du soutien logistique pour chaque unité dont bénéficierait une unité américaine comparable. La Russie n'aurait tout simplement pas pu avancer aussi vite pour soutenir les assauts aériens. Ensuite, la Russie n'a pas réussi à neutraliser les défenses aériennes ukrainiennes autour de la région de Kiev, mettant les avions de soutien en grave danger. Plusieurs avions de transport destinés à renforcer rapidement les assauts ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes, provoquant des pertes humaines tragiques pour les Russes. Cependant, le plus grand échec qui s'est répercuté sur tout le conflit a été l'échec massif du renseignement de la part de la Russie concernant les capacités et la volonté de se battre de l'Ukraine. Avant le conflit, le président Vladimir Poutine avait accordé à son appareil de renseignement des millions de dollars destinés à mener des opérations à l'intérieur de l'Ukraine pour déterminer la faisabilité d'une invasion. Cet argent comprenait des fonds pour soudoyer des responsables locaux et militaires pour obtenir des preuves que cela s'est produit dans une certaine mesure. Les routes vers Kherson, par exemple, avaient été fortement minées lorsque l'invasion russe a été lancée, et pourtant, lorsque les troupes russes sont arrivées, les routes avaient été déminées. La découverte a incité le président ukrainien Zelensky à licencier plusieurs hauts fonctionnaires. Il est devenu clair au fur et à mesure que le conflit évoluait et que l'appareil de renseignement de Poutine n'avait pas seulement échoué dans sa mission, mais aurait pu empocher de grosses sommes d'argent qui leur avaient été données pour la mener à bien, tout en lui donnant de fausses assurances que le peuple ukrainien n'opposerait pas une grande résistance. Cela correspond à ce que nous savons de l'état de la corruption dans l'armée et le gouvernement russe. Mais la preuve en est également que plusieurs hauts responsables du renseignement ont été emprisonnés peu de temps après l'invasion lorsqu'il est devenu clair que l'Ukraine ne capitulait pas. C'est peut-être cet échec du renseignement qui pourrait expliquer pourquoi la Russie a semblé lancer une invasion aussi bâclée avec un investissement aussi faible en puissance de frappe de précision à longue portée. C'est aussi probablement la raison pour laquelle la Russie a pris la décision incroyablement mauvaise de lancer une opération d'assaut aérien contre Kiev sans disposer des forces terrestres prêtes pour un renforcement immédiat. Alors que la guerre dégénérait, Poutine a maintenu la pression sur la capitale ukrainienne dans l'espoir de s'emparer de Kiev, de tuer Zelensky et de mettre fin à la guerre en installant un gouvernement fantoche. Cependant, c'est là que la Russie a été déjouée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. L'avancée de la Russie à Kiev s'est rapidement transformée en un énorme embouteillage atteignant 40 km de long. Mais les véhicules n'étaient pas simplement bloqués en raison des embouteillages. Beaucoup avaient en fait subi de nombreux problèmes d'entretien et d'approvisionnement et n'étaient plus utilisables. Le tristement célèbre convoi de Kiev montrerait au monde à quel point l'armée russe était complètement corrompue et inepte, avec des preuves que des pneus bon marché étaient utilisés sur des véhicules de plusieurs millions de dollars, l'argent pour les pneus appropriés ayant été naturellement écrémé par les commandants d'unités. Ces pneus, provenant principalement de la Chine, et non évalués pour la taille des véhicules sur lesquels ils étaient installés, se sont rapidement crevés sur les routes ukrainiennes boueuses ou simplement usés, bloquant des dizaines de véhicules et créant d'énormes goulots d'étranglement. Cependant, la logistique simple était également à blâmer, la Russie prouvant qu'elle ne pouvait soutenir une avancée majeure profondément en territoire ennemi. Autrefois loin des têtes de ligne, la logistique russe dépendait uniquement des camions et, comme nous l'avons mentionné précédemment, la Russie compte environ la moitié du nombre de camions par unité qu'une unité américaine comparable aurait. Plus les forces russes se dirigeaient vers Kiev, plus l'aller-retour entre les dépôts de ravitaillement et les forces déployées s'allongeait, ralentissant inévitablement l'avancée jusqu'à un ralentissement puis l'arrêtant finalement. Les Ukrainiens ont rapidement identifié cette vulnérabilité criante de la doctrine russe et les en ont fait beaucoup souffrir. Les forces aériennes et terrestres ukrainiennes n'ont plus attaqué les chars ou les véhicules de combat d'infanterie, mais les ont plutôt ignorés et se sont concentrés sur la destruction des camions russes. Cela a mis encore plus de pression sur un réseau logistique déjà faible qui s'effondrait inévitablement. Alors qu'un retrait général était annoncé, de nombreux véhicules russes étaient tout bonnement abandonnés, parfaitement opérationnels mais sans essence. Les troupes russes ont également souffert d'un manque de ravitaillement, nombre d'entre elles ayant eu recours aux tirs sur des chiens ou des chats ou simplement au pillage, car elles n'avaient pas de nourriture. La retraite de Kiev a été la première grande victoire de l'Ukraine, même si, à vrai dire, il s'agissait davantage d'une défaite auto-infligée que d'une victoire ukrainienne. Cependant, la guerre à l'Est faisait rage et la Russie y faisait des gains lents mais progressifs. Pourtant, ici aussi, la doctrine russe a assuré que son armée n'était pas aussi efficace qu'elle devrait l'être contre une force inférieure.
Au moment de l'invasion russe, l'armée ukrainienne avait été complètement transformée. En 2014, l'Ukraine a déployé une armée peu maniable, toujours coincée dans ses racines soviétiques. Cependant, après l'annexion de la Crimée par la Russie, les États-Unis ont envoyé des centaines de personnes pour entraîner les forces ukrainiennes à combattre et à fonctionner comme une armée occidentale. Le résultat serait une armée ukrainienne tellement transformée qu'elle a pris les Russes complètement par surprise. En comparaison, l'armée russe est très orientée du haut vers le bas. Les ordres viennent d'en haut et le personnel subalterne n'a que peu ou pas de place pour l'interprétation, même au milieu d'un environnement de combat en évolution. L'absence d'un solide corps de sous-officiers en Russie signifie également que les unités russes manquent de discipline et du contrôle professionnel assuré par les sous-officiers, ce qui les rend importantes mais très peu maniables. Les deux facteurs combinés en font une armée qui s'apparente à un mastodonte très maladroit. En comparaison, les forces ukrainiennes encouragent la prise de décision par les officiers subalternes et bénéficient d'un corps de sous-officiers disciplinés. Bien qu'elles ne soient pas aussi développées qu'une armée occidentale, la différence est stupéfiante, les unités ukrainiennes faisant preuve d'un degré incroyable d'initiative et de flexibilité par rapport aux forces russes. L'inflexibilité rigide de la doctrine russe a conduit directement à de nombreuses défaites dans sa campagne pour l'Ukraine, mais aucune n'a été aussi médiatisée que le désastre total que les forces russes ont connu en tentant de traverser une rivière à Bilorivka. Lorsque le premier point de passage a été bombardé par les forces ukrainiennes, les Russes ont tout simplement tenté à nouveau, exactement au même endroit. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont une fois de plus été décimés par l'artillerie ukrainienne. Cela ne les a pas empêchés de tenter la traversée au même endroit plusieurs fois, rencontrant tous exactement le même désastre. Les traversées étaient un exercice de folie, donnant exactement les mêmes résultats à chaque fois. Mais les troupes russes n'avaient d'autre choix que de poursuivre le même plan élaboré par un haut responsable militaire loin du front. On estime que la Russie a perdu autant que l'équipement d'un groupe tactique de bataillons entiers au cours de ces tentatives. Mais cette catastrophe de traversée de rivière s'est répétée à maintes reprises dans l'est de l'Ukraine, les forces russes montrant une déficience paralysante à la fois en matière de commandement et de doctrine. Malgré cela et des catastrophes similaires, le simple poids des forces russes a continué à pousser les défenseurs ukrainiens vers l'ouest avec de petits gains progressifs jusqu'à la stupéfiante contre-offensive ukrainienne du 6 septembre. Planifiée en coopération avec les leaders militaires seniors américains, l'Ukraine a désormais recouvré assez de territoire pour pousser les forces russes à battre en retraite vers le nord. C'est la première contre-offensive majeure de la guerre d'Ukraine et grâce à une combinaison de tromperies brillantes, de renseignements en temps réel, de courage et de détermination et surtout de l'aide gracieuse des États-Unis, les forces ukrainiennes ont livré une défaite époustouflante à la Russie que personne n'avait vu venir le 24 février. Mais la question demeure, l'Ukraine gagne-t-elle réellement la guerre? Il est difficile de traquer les pertes russes et ukrainiennes car les deux parties ont tout intérêt à garder ces chiffres secrets. Cependant, les rapports open source ont conduit à certaines estimations qui se situent probablement dans la fourchette du chiffre réel. On estime que la Russie a perdu environ 2000 chars, dont beaucoup ont été capturés et mis en service par les forces ukrainiennes. Les estimations des chars capturés après la dernière offensive se situent à environ 2 douzaines, assez pour que l'Ukraine équipe 2 compagnies de chars. Si cela est vrai, cela représenterait environ 66% des forces de chars modernes de la Russie, sans compter 20 000 gros tas de ferraille que la Russie garde en stock comme reste de la guerre froide. Bien que nous ayons la confirmation de l'envoi de T-62 au combat en Ukraine, ce qui laisse entendre que les problèmes de chars de la Russie atteignent des niveaux critiques. On estime que la Russie a également perdu environ 4500 véhicules de combat d'infanterie, soit environ 34% de sa force totale. 1300 pièces d'artillerie de type automoteur et traditionnel ont été également capturées, abandonnées ou détruites, soit environ 23% du total de la Russie. 250 des avions les plus modernes de Russie ont également été abattus, bien que cela ne représente qu'environ 18% du total russe. Mais le plus important de tous, après les pertes de chars, ce sont les 217 000 victimes russes estimées, dont 54 000 tués. C'est un quart de l'ensemble des forces armées russes, mais ce chiffre est trompeur car il compte tous les militaires. Avec environ 300 000 forces de combat au sol, cela signifie qu'un nombre important de ces combattants sont morts ou blessés. Les pertes ne sont pas le seul problème de la Russie, car il est largement rapporté que le moral russe est au plus bas. Presque dès le début des opérations de combat, les troupes russes affichaient un moral bas, une unité de chars allant jusqu'à écraser les jambes de leurs combattants en représailles aux pertes élevées qu'elles avaient subies. Maintenant, le moral des Russes semble atteindre des niveaux critiques, en particulier dans le nord où le nombre total de prisonniers de guerre et capturés est inconnu, mais certains l'estiment à environ 3000. Cependant, le plus grand signe de la faiblesse de la Russie est peut-être le fait que, selon des informations, la Russie a cessé d'envoyer de nouvelles unités en Ukraine.
Après la défaite dans l'oblast de Kharkov, la Russie a entamé un important effort de recrutement à l'échelle nationale pour reconstituer ses pertes au combat. Bien qu'elle n'annonce pas encore la mobilisation, une campagne nationale de recrutement est un signe que la Russie reconnaît qu'elle ne peut pas générer la main-d'œuvre nécessaire pour rassurer ses objectifs en Ukraine. Sur le front intérieur, cependant, l'économie russe commence à montrer des signes d'affaiblissement sérieux en raison des sanctions. Les sanctions occidentales ont été critiquées même parmi les Occidentaux comme étant inefficaces, mais c'est uniquement parce que la Russie a utilisé d'importantes réserves de devises pour soutenir artificiellement son économie. Ces réserves s'épuisent lentement et la réduction de l'énergie que la Russie fournit à l'Europe, à la fois par l'auto-interdiction de l'énergie russe et par la Russie essayant délibérément de faire pression sur l'Europe en coupant le gaz, signifie que le plus gros producteur d'argent de la Russie se tarit maintenant. Les ventes d'énergie soutenant l'ensemble de l'économie russe, la forte baisse des ventes vers l'Europe a poussé la Russie à chercher d'autres acheteurs. Et ces acheteurs fixent désormais eux-mêmes les prix. La Chine et l'Inde achètent toutes deux l'énergie russe bon marché à des prix qu'elles dictent, puis la revendent à profit à l'échelle internationale. En comparaison, l'Ukraine gagne lentement mais sûrement le soutien occidental dont elle avait besoin depuis le début. Les pays occidentaux réfléchissent maintenant à la décision de fournir à l'Ukraine des équipements lourds tels que des chars et des avions. Les États-Unis ont approuvé la formation de pilotes ukrainiens sur les F-16 et F-15, et dans les 6 à 8 mois, il est pratiquement assuré que l'Ukraine pilotera des chasseurs occidentaux. L'Allemagne réfléchit à la décision d'équiper l'Ukraine de chars de combat Léopard et l'augmentation des appels provenant des États-Unis pourrait conduire à l'approbation d'équiper l'Ukraine des puissants Abrams. Alors, l'Ukraine est-elle vraiment en train de gagner la guerre? La réponse est à la fois oui et non. Les guerres ne sont pas gagnées tant qu'elles ne sont pas gagnées, et un certain nombre de choses pourraient changer radicalement la situation de l'Ukraine. Alors que certains dans l'Ouest connaissent la fatigue ukrainienne, le montant du soutien à la nation pourrait diminuer. L'Europe est déjà prête à connaître un hiver rigoureux en raison des pénuries d'énergie après avoir été coupée de l'approvisionnement russe, ce qui pourrait considérablement faire basculer l'opinion européenne contre un soutien continu à l'Ukraine. Pourtant, les États-Unis restent fidèles à leur engagement envers l'Ukraine et semblent prêts à fournir au pays des équipements encore plus avancés. Alors que l'Europe peut et a hésité à soutenir l'Ukraine, le soutien des États-Unis à lui seul peut suffire à renverser le cours de la guerre en faveur de l'Ukraine. La Russie reste cependant une puissance militaire significativement importante, bien que maladroite et inepte, et n'a pas annoncé de mobilisation générale. Même une mobilisation générale est à ce stade peu susceptible de gagner la guerre pour la Russie, car il faudrait près d'un an pour mobiliser, former et équiper de nouvelles forces, du temps dont la Russie ne dispose pas actuellement. À chaque tournant, l'Ukraine a été sous-estimée, mais il y a une crainte très réelle de surestimer la capacité de l'Ukraine à réussir. Son offensive à l'Est continue d'être couronnée de succès alors même que cette vidéo est en cours de réalisation. Mais cette offensive a réussi en grande partie grâce à la surprise. Il est peu probable qu'une telle surprise opérationnelle puisse être à nouveau réalisée, et cela signifie que la guerre va inévitablement se transformer en bagarre, dans laquelle la Russie est le poids lourd. Seul un soutien continu et considérablement accru de l'Occident peut voir l'Ukraine repousser la Russie de ses frontières, et pourtant l'Ukraine n'est pas nécessairement gagnante, mais elle est loin de perdre. Maintenant, allez voir pourquoi les États-Unis n'ont pas de soins de santé universels, et regardez l'arme américaine qui bat les Russes en Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.